Merci de vous retrouver sur le stand G39 très précisément du Salon des maires. C'est le stand et le studio radio, comme vous pouvez le constater, de l'enseignement catholique. Et nous continuons notre série d'interviews et de tables rondes. Nous l'avons commencé ce matin, nous la terminons ce soir, mais il y en aura d'autres demain, toute la journée, ainsi que jeudi, jusqu'à la clôture de ce salon. Et j'ai le plaisir de recevoir pour clore cette journée 3 personnes, dont un député qu'on connaît bien à l'enseignement catholique, Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur. Vous êtes également le président à l'Assemblée du groupe d'études parlementaires sur l'enseignement privé sous contrat et hors contrat. Vous nous le présenterez rapidement dans quelques instants. Vous êtes un universitaire, vous avez exercé de très hautes fonctions dans l'administration de l'éducation nationale. Vous avez été recteur à l'Académie de Limoges, conseiller éducation du Premier ministre, directeur général de l'enseignement supérieur. Vous êtes donc un spécialiste reconnu de toutes ces questions, donc on a hâte de vous entendre. Et à vos côtés, Michel Moissin, le président du SINADEC, l'organisation des chefs d'établissement du primaire, ainsi que Gilles Demarquet, le président de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Merci et d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je le disais, Patrick Hetzel, vous êtes le président du groupe d'études parlementaires sur l'enseignement privé sous contrat et hors contrat. Présentez-le nous en quelques mots, qui le compose, ce qu'il fait, et ensuite on verra ce qu'est le diagnostic du spécialiste qui est le vôtre aujourd'hui sur l'enseignement, la place de l'enseignement, la place prise par l'enseignement catholique dans notre pays. Alors, déjà, le rôle de ce groupe d'études, il y a un certain nombre de groupes d'études qui existent à l'Assemblée nationale. Leur rôle est de permettre un échange, cette fois-ci transpartisan, c'est-à-dire que tout député qui le souhaite peut adhérer à un groupe d'études. Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de limitation en nombre. La seule règle, c'est évidemment que les groupes d'études soient des lieux de débat. Donc nous avons avant tout pour mission d'auditionner un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire des personnes engagées dans l'enseignement privé. Et d'ailleurs, le périmètre du groupe d'études, et vous le rappeliez à l'instant, est assez large, puisque le secteur privé comporte à la fois du privé sous contrat, mais aussi du privé hors contrat, et il comporte de l'enseignement primaire, secondaire, mais aussi de l'enseignement supérieur. Donc nous avons là un périmètre d'études qui est relativement large, et l'objectif, c'est de pouvoir, à la demande, d'ailleurs les différents membres du groupe d'études ont la possibilité de dire voilà, nous aimerions auditionner tel ou tel interlocuteur, nous aimerions avoir son point de vue sur une question, et l'objectif est du coup d'organiser ces auditions qui sont d'abord des lieux d'échange, et puis aussi des endroits où du coup les députés peuvent s'informer sur les sujets, parce que on l'oublie trop souvent. Évidemment, le député doit être un législateur, mais en amont du législateur, il doit pouvoir prendre ses décisions en son âme et conscience, mais aussi avec un maximum d'informations, parce que la meilleure prise de décision, c'est quand même une prise de décision qui est ancrée avec de l'information en amont, et donc c'est le rôle de ce groupe d'études. Je pense qu'on le comprend aisément. Tous les représentants de ce groupe d'études sont concernés dans la circonscription, c'est-à-dire qu'ils ont des établissements sous contrat ou hors contrat sur leur territoire, oui. Oui, généralement, oui. Et c'est tout, j'allais dire, toute religion politique confondue. Tout à fait. Absolument. Donnez-nous un exemple, par exemple, de personnes qui ont été auditionnées ces derniers temps par votre groupe. En fait, la dernière audition qui a eu lieu, c'est celle justement du secrétariat général de l'enseignement catholique. Donc voilà. Donc j'allais dire que ça tombe bien. Oui, parce que l'objectif était là aussi de dire voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, quels sont les points sur lesquels il y a des difficultés. Là aussi, le diagnostic qu'on peut formuler, je vais le dire très rapidement, depuis les lois Debré, il y a en fait une sorte d'implicite qui existe pour les gouvernements qui se succèdent. Cet implicite, c'est ce qu'on appelle la loi des 20 à 80. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait 80% des moyens sont consacrés à l'enseignement public et 20% des moyens sont consacrés à l'enseignement privé sous contrat.
question qui vaut évidemment pour le primaire et le secondaire. Je mets de côté le supérieur où là, les règles sont un petit peu différentes. Et cette clé de répartition, il faudrait la revoir, selon vous ? En fait, c'est toujours pareil. Revoir cette clé de répartition est un sujet éminemment sensible. Éminemment sensible parce que de guerre scolaire. C'est susceptible de faire renaître chez certains, évidemment, des relents d'hostilité. Et donc, aujourd'hui, cette répartition n'a pas été modifiée. Ça pourrait être, enfin moi je fais partie de ceux qui disent qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur une question comme celle-là, parce qu'on le voit, la question de l'innovation, la question de pratiques pédagogiques innovantes, eh bien, on sait bien que le secteur public n'en a pas l'exclusive, et c'est une formule un peu polie de le dire comme ça. Et donc on voit aussi du côté du secteur privé, d'ailleurs aussi bien sous contrat que parfois aussi hors contrat, eh bien, des innovations intéressantes. Et je crois que voilà, c'est aussi la possibilité à un moment donné de dire voilà, quand il y a des choses intéressantes qui se font à un endroit, par exemple Espérance banlieue, pour les citer, il joue aujourd'hui un rôle extrêmement intéressant dans un certain nombre de banlieues pour amener une autre manière d'envisager l'éducation et ramener finalement les valeurs de la République sur un certain nombre de territoires où, il faut bien le dire, hélas, elles sont parfois oubliées. Est-ce qu'il ne s'agit pas également de s'adapter à la fois à l'évolution d'une société, à l'évolution des territoires? Et en l'occurrence, cette évolution des territoires, on la voit passer depuis quelque temps, depuis la loi NOTRe, depuis la loi MOPTAM, et elle produit ses effets, et elle va produire encore ses effets de ce point de vue-là. On peut imaginer effectivement que certaines règles sur lesquelles on a vécu jusqu'à présent dans l'enseignement libre, mais également de manière plus générale dans l'enseignement, sont peut-être à revoir, à toiletter, à rénover pour mieux s'appliquer et mieux s'adapter. Bien sûr, et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, quand on est élu, on s'aperçoit que les parents, en fait, évidemment, il y a l'école, mais il y a aussi très souvent le périscolaire et la manière dont ils peuvent organiser la journée de leurs enfants. Et donc, on voit bien les compétences, notamment du périscolaire, sont susceptibles de relever des communes. Et donc, on voit aussi une nécessité d'avoir un travail très étroit, évidemment, entre les institutions éducatives et les communes. Et puis ensuite, on voit aussi collège, lycée, il y a d'autres enjeux. Et là sont concernés évidemment d'une part les conseils départementaux et puis d'autre part les conseils régionaux. Et quand vous regardez l'évolution budgétaire, vous vous apercevez que les moyens qui sont mis cette fois-ci par les collectivités territoriales dans le financement éducatif au sens large, et j'inclus évidemment le périscolaire, ces moyens ont été en progression constante au cours des 40 dernières années. Un commentaire, M. Desmarquet, précisément sur le périscolaire, la place du périscolaire dans la réflexion et dans l'action de l'association que vous présidez? Alors, comme vous le savez, l'association que je préside est une association des parents d'élèves, l'APEL. Et donc, on a dans l'enseignement catholique une notion qui est importante, qui est celle de communauté éducative, où les parents sont fortement présents. Et cette communauté éducative, elle me semble quelque chose qui est à construire au jour le jour. Et donc, en effet, le périscolaire et toutes les activités qui ne sont pas des activités purement pédagogiques, je dirais, rentrent dedans. Ça peut être on a plein de parents dans nos établissements qui sont impliqués sur des activités à l'heure du déjeuner. Des activités de lecture, des activités d'animation de jeu. On a plein de parents qui sont aussi impliqués dans plein d'activités au quotidien qui permettent finalement à l'établissement de fonctionner. Pour emmener les enfants au stade, de temps en temps, on a aussi besoin que les parents s'impliquent pour pouvoir les accompagner et donc être extrêmement proches de ce qui se vit dans les établissements. Monsieur Hetzel, on parlait de faire un diagnostic tout à l'heure, un peu à la louche, parce qu'on n'a pas le temps évidemment de passer tout en revue, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Les sujets de préoccupation qui sont les vôtres? En fait, de manière générale, les sujets de préoccupation, j'allais dire, et ça, là je me situe dans l'enseignement au sens large du terme. Aujourd'hui, il y a 3 fractures. Il y a une fracture entre l'institution scolaire et les élèves. Il y en a une deuxième entre, cette fois-ci, l'institution et les enseignants.
et une troisième entre, là aussi, l'institution et, cette fois-ci, les parents d'élèves. Ce que je constate, à contrario, c'est que si cette fois-ci, je regarde cette question et je la remets en perspective dans l'enseignement privé en général et l'enseignement catholique en particulier, je m'aperçois que, en fait, cette fracture, soit elle n'existe pas, ou alors elle est beaucoup plus réduite. Oui. Et donc, ça m'interroge. C'est-à-dire que, du coup, comment se fait-il qu'aujourd'hui, une institution comme l'enseignement catholique est capable de faire en sorte, et d'ailleurs votre présence en est aussi une parfaite illustration, faire en sorte que, eh bien, il y ait une implication de la part des parents dans la question éducative. Et vous le savez, hein, moi je fais partie de ceux qui insistent beaucoup sur le fait de dire attention, évidemment, le rôle de l'école est de transmettre un certain nombre de connaissances et de savoirs, mais le rôle de la famille est également essentiel. Et d'ailleurs, je pense que c'est aux familles d'exercer aussi une fonction éducative. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on distinguait pendant très longtemps l'éducation d'une part et l'instruction publique d'autre part. Et je crois que là aussi, on a effectivement des choses à apprendre pour faire en sorte que, alors de la même manière, l'enseignement catholique a aussi un rôle très important dans la formation de ses enseignants. Alors, il y a des choses qui ne marchent pas forcément de manière optimale, et vous avez, y compris au sein de l'enseignement catholique, des enseignants qui sont, à mon avis, qui ont le virus du pédagogisme. Ils sont un petit peu moins nombreux d'une part, et puis ensuite, aujourd'hui, du côté, cette fois-ci, de la formation des enseignants, je vois que les choses avancent assez vite. Et d'ailleurs, ça devrait aussi servir d'exemple pour Jean-Michel Blanquer, parce que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le ministre dit un certain nombre de choses en disant qu'il faut absolument tirer les conséquences des sciences cognitives, de différents champs nouveaux qui sont extrêmement importants pour les enseignants. Je constate que du côté de l'enseignement catholique, on va plus vite et un peu plus loin en la matière qu'on ne le fait dans l'enseignement public. Vous êtes en train de nous dire que l'enseignement catholique est un modèle dont pourrait s'inspirer le ministre de l'Éducation nationale, c'est ça? Oui, moi je pense que sur un certain nombre de points, quand on reprend ces trois aspects, la fracture avec les élèves, avec les parents, avec les enseignants, eh bien oui, il faut aller regarder ce qui se passe ici, parce que il y a des choses intéressantes à regarder, et aussi dans la relation notamment avec les élèves. Et il faut s'interroger, moi ce qui me frappe aussi, j'évoquais Espérance banlieue, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de familles qui habitent sur des territoires de banlieue décident par exemple et veulent que leurs enfants soient dans l'enseignement privé catholique, alors que ça n'est pas forcément leur religion. Ça doit aussi nous interroger, et je pense que c'est très largement lié aussi à la manière dont on construit effectivement la relation avec les élèves, la relation avec les familles, dont on construit un projet éducatif et humain. C'est une adhésion ou c'est un rejet du modèle public qui ne l'est plus précisément? Alors, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un rejet du modèle public, mais plutôt d'une adhésion. Mais c'est vrai qu'il faudrait les interroger. Et en tout cas, il y a un travail à faire pour que, eh bien, en tout cas, on ne soit pas dans une logique de rejet aussi de ce modèle public. Mais si vous avez raison, si d'une certaine manière l'enseignement privé assume des missions que l'enseignement public n'est plus en mesure de faire ou fait mal, est-ce que l'enseignement privé est aujourd'hui en mesure de relever ce défi important? En fait, la première limite, et ça peut paraître à la fois trivial, mais c'est une réalité, il y a aussi la question des moyens. Hein. Et cette question des moyens... C'est un petit peu là où je vous amenais pour tout vous dire. Mais les 20-80 aujourd'hui constituent ipso facto aussi une limite. Donc c'est d'ailleurs pour cela que je dis que ça ne devrait pas être une question, en tout cas tabou, pour voir comment, à un moment donné, on investit évidemment des deniers dans la politique éducative. Michel Boissin, un mot sur tout ce qui vient d'être dit là. Choisissez. Vous avez vraiment le choix, mais je rappelle que vous êtes le patron des chefs d'établissement du primaire. Pardon ? C'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur ? C'est trop d'honneur. Bon.
Ça fait 2 fois que je promeux quelqu'un dans la journée. Bon, mais merci. A priori, personne n'en est mort. Moi, j'aimerais revenir une seconde sur la communauté éducative. C'est un mot dont Gilles a parlé. Chaque établissement a un projet éducatif. Lorsque des parents viennent s'inscrire dans un de nos établissements, c'est parce qu'ils adhèrent au projet que nous mettons en œuvre. L'ensemble des parents, l'ensemble des élèves, l'ensemble des personnels, des équipes font partie de ce qu'on appelle la communauté éducative. C'est un travail de toute cette communauté qui permet d'écrire ce projet. Un parent qui est en accord avec ce projet, bien évidemment, va vouloir venir travailler chez nous. Au niveau dans l'enseignement privé, il y a ce qu'on appelle un chef d'établissement, à la différence de nos collègues de l'enseignement public. Alors j'invite monsieur le député, à être attentif à cette notion, puisque le chef d'établissement, qu'il soit en premier comme en second degré, donc entre parenthèses, l'enseignement catholique est précurseur là-dedans, puisque ça fait 20 ans à peu près que nous travaillons pour que les directeurs, les anciens directeurs ne soient plus des directeurs, mais de vrais chefs d'établissement. C'est-à-dire que notre tutelle a un interlocuteur qui anime la totalité de la communauté éducative. Et je pense que si ceci existait au niveau de l'enseignement public, les maires des communes auraient cet interlocuteur qui animerait le projet de l'établissement public qu'ils dirigent. Monsieur le député. C'est clair que, comme vous l'indiquez fort justement, aujourd'hui dans l'enseignement public du premier degré, il y a des directeurs d'école, mais qui n'exercent pas de fonction de chef d'établissement, puisque leur autorité par rapport aux enseignants est extrêmement limitée. Et en fait, ils font davantage coordonner que d'exercer véritablement une autorité. Et là-dessus, il y a des choses qui doivent clairement évoluer. Alors, ça n'est pas nouveau, et quand je dis ça n'est pas nouveau, je voudrais rappeler qu'un collègue député qui s'appelle Frédéric Reiss, dans un rapport qui date maintenant déjà d'il y a quelques années, proposait que soit développé cette fois-ci un statut pour les directeurs d'école, pour qu'ils puissent effectivement, à travers ce statut, avoir les prérogatives d'un véritable chef d'établissement. C'est clair que c'est un vrai sujet. Et en fait, dans ce que je disais tout à l'heure, en disant de manière générale, on assiste dans le système éducatif à 3 fractures. Ce qui est très frappant, c'est que dans une logique d'adhésion, quand vous avez des enseignants qui adhèrent à un projet, quand vous avez des parents qui adhèrent à un projet, et par voie de conséquence, des enfants qui également adhèrent au projet éducatif, eh bien, les choses vont effectivement, je ne veux pas dire plus facilement, mais en tout cas, vont plus naturellement dans le bon sens. Est-ce qu'il y a, dans le diagnostic que vous faites, sur l'enseignement globalement, notamment sur le public, vous mettiez la famille au cœur de votre réflexion tout à l'heure. Est-ce qu'on peut répondre à l'abandon précisément de certaines familles ou au désintérêt, peut-être à une certaine indifférence vis-à-vis de la scolarité de leurs enfants, indifférence qui n'est pas toujours d'ailleurs voulue, mais qui est subie? Comment est-ce que pourrait réagir l'enseignement catholique dans une configuration où elle se trouverait avec davantage d'élèves et avec ces élèves-là issus de familles qui n'ont pas de raison d'être plus ou moins indifférentes ou avec les uns qu'avec les autres? En fait, là-dessus, l'enseignement catholique le montre déjà. Je pense que quand vous regardez aujourd'hui la question de la diversité sociale, il ne faut surtout pas imaginer, parce que c'est souvent une question, on pense que, on a des enfants de familles privilégiées dans l'enseignement privé. Quand vous regardez sociologiquement, c'est beaucoup plus contrasté, et fort heureusement. Et là, moi, ce qui me frappe, et je pense qu'il faut aussi porter ce message, il est important que l'on arrive à faire percevoir le fait qu'il y a aussi une mission clairement sociale qui est effectuée par l'enseignement catholique. Quand je dis mission sociale, c'est qu'elle joue un rôle pour faire en sorte que la politique éducative puisse se décliner dans tous les milieux sociaux, donc sans exclusif. Je reviens par contre sur ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais des bonnes pratiques susceptibles d'être transférées du privé vers le public. On a quand même un autre sujet où il faut rester prudent, c'est que tout n'est pas transférable
et quand je dis tout n'est pas transférable, c'est que ce qui est aussi l'une des richesses de l'enseignement catholique, c'est qu'on a, et ça n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, dans un certain nombre de cas, des établissements de plus petite taille que ce que l'on peut retrouver dans l'enseignement public. Et je pense que ça aussi, ça peut être un facteur clé de succès, parce qu'on a eu tendance dans l'enseignement public à aller, notamment dans le secondaire, vers de la massification. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une limite. Et d'ailleurs, j'entends un certain nombre de choses côté rue de Grenelle où ils essayent du coup de faire un peu machine arrière parce qu'ils se rendent compte qu'il faut des établissements qui ne soient pas trop grands non plus, parce que, en fait, si on est à 2000 élèves dans un lycée, ça commence à être plus difficilement gérable, quoi. Monsieur Demarquet, sur ce point, sur cet aspect famille, sur ce point, point central tout de même de la réflexion qu'on a depuis le début. Par rapport à cet aspect famille et ce que vous disiez sur les tailles des établissements, c'est vrai que la communauté éducative peut ne pas se vivre de la même manière dans un petit ou un gros établissement. Mais ce qui est important aussi, c'est que chaque jeune puisse être accompagné tel qu'il est, avec ses richesses, avec ses difficultés, avec ce qu'il est lui-même, hein, dans toutes ses dimensions, parce qu'on s'occupe de toutes les dimensions de la personne. Et ça me semble absolument fondamental pour que chacun puisse être accompagné, avoir une scolarité qui lui permette d'avancer à son rythme et de grandir à son rythme. Donc ça, c'est, je pense, une des forces de nos communautés éducatives, de pouvoir accompagner chaque enfant jusqu'à finalement ce qui va être, je dirais pas sa vocation, mais ce qu'il va être amené à faire ultérieurement. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Monsieur le député, est-ce qu'il faut encourager le partage privé-public pour un certain nombre d'activités, pour un certain nombre de périactivités? Est-ce que c'est quelque chose qui a vos faveurs? Je vais répondre de manière très précise, oui. Alors, une fois que j'ai dit oui, je mets quelques codicils, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer tout de suite par une généralisation. C'est des choses qu'il faut expérimenter au cas par cas en fonction des territoires. Les territoires n'ont pas tous la même histoire. Il y a des territoires sur lesquels ça sera plus facile que d'autres. Mais clairement, oui, il faut. D'ailleurs, c'est aussi une demande, cette fois-ci, des collectivités territoriales, parce que c'est aussi l'occasion, du coup, d'avoir à l'échelle de territoire des projets éducatifs. Et je crois que les collectivités aussi se préoccupent de cette question, évidemment. Sur le hors-contrat, puisque vous occupez aussi du hors-contrat, je lisais que la tendance était peut-être de la part de certains fonds de placement, notamment, d'investir dans l'enseignement, mais à sa manière, c'est-à-dire à sa manière très privée et en dehors de tout contrat. Est-ce que c'est un vrai risque, cela? Est-ce que c'est un début de réalité déjà? Alors, c'est déjà une réalité dans l'enseignement supérieur. Alors, dans l'enseignement supérieur, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs privés qui sont extrêmement présents et qui sont des acteurs, c'est d'ailleurs du privé, y compris à but lucratif. Mais quand vous regardez, un certain nombre de ces groupes font un vrai travail. La difficulté, c'est de s'assurer que lorsque on va dans cette direction, qualitativement, les choses soient également au rendez-vous et qu'on ait un vrai niveau qualitatif de l'enseignement. Pour le privé hors contrat, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il se redéveloppe également un petit peu dans le premier degré et puis dans le second degré, parce que on a des acteurs qui à un moment donné ont envie aussi de s'investir dans cette question, et c'est pas forcément des acteurs avec une visée lucrative. C'est notamment le cas aussi de parents qui ont des enfants handicapés et qui se rendent compte que même si beaucoup d'efforts ont été faits sur tous les établissements, que ce soit privés ou publics, en termes de politique inclusive, il peut quand même y avoir des limites, notamment lorsque ce sont des handicaps plus lourds. Et donc, à partir de là, on voit aussi des parents qui, à un moment donné, décident de se regrouper pour développer des institutions permettant d'accueillir, cette fois-ci, des enfants handicapés. Et ça a aussi du sens.
Par contre, là aussi, même si c'est du hors contrat, il faut les encourager à fonctionner en réseau. C'est-à-dire d'éviter de se retrouver isolés, parce qu'en fait, le vrai danger, c'est l'isolement. Cet isolement pouvant du coup potentiellement conduire à des dérives. Le côté confessionnel apparaît comme secondaire dans tout cela. Quand on vous écoute les uns et les autres, bon, d'une certaine manière, c'est un modèle, effectivement, l'enseignement catholique, tel que vous venez de le décrire. Mais je veux dire, il y a quelques années encore, ça faisait peur, ça déclenchait, j'allais dire, les cris d'un certain nombre de tenants d'un laïcisme pur et dur. On a l'impression aujourd'hui que les choses se sont considérablement pacifiées, peut-être parce que le côté prégnant de la confession ou de la religion n'est plus aussi développé qu'auparavant. Et ce à l'avantage d'un modèle qui apparaît presque plus social. Vous faisiez allusion à la mixité sociale tout à l'heure. On l'a dit lors de cette journée avec un certain nombre d'interlocuteurs. Je veux dire, l'enseignement catholique n'est pas du tout un mauvais élève en matière de mixité sociale. Donc est-ce qu'il y a encore des risques de voir ressurgir quelque chose qui s'apparenterait à, on va dire, des rivalités scolaires, voire à une guerre scolaire dans notre pays ou pas? Le risque, il est lequel d'ailleurs? Le risque peut quand même potentiellement encore exister parce que vous avez aujourd'hui au sein notamment de l'enseignement public quand même un certain nombre d'acteurs qui restent extrêmement notamment attentifs à ce fameux curseur dont nous parlions tout à l'heure, ce fameux 20-80. Et donc, il est de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je disais que ça ne doit pas être un tabou, mais on voit bien qu'il a contribué à un moment donné à pacifier les choses. Ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, aujourd'hui, quand vous faites une analyse de la manière dont globalement l'enseignement catholique a évolué, c'est clair que sur beaucoup d'aspects, il s'est aussi, enfin je parle de l'enseignement catholique sous contrat, il s'est aussi beaucoup rapproché de pratiques de l'enseignement public. Donc, et notamment, comment dire, la dimension confessionnelle, il faut bien le dire, elle est moins présente qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Mais là, du coup, je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Je laisse le soin à l'enseignement catholique, là aussi, de s'interroger et de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un établissement d'enseignement catholique, en quoi cela est susceptible d'être aussi un élément de différenciation par rapport notamment à un établissement public. Mais je pense que globalement les choses sont plutôt apaisées. Alors pour revenir à la question, c'est-à-dire est-ce que ça peut s'embraser? J'espère que non, mais quand j'écoute de temps en temps, je prends notamment Monsieur Mélenchon, il y a des fois où il m'inquiète parce qu'il est sur une vision effectivement très laïciste, entendez par là un rejet des confessions. Moi j'ai du mal avec cela. Enfin, alors vous aurez noté que je suis député du Bas-Rhin. Nous avons, nous, un statut un petit peu particulier. D'ailleurs, et en fait, pour répondre à votre question, par exemple, M. Mélenchon voudrait supprimer les dispositions concordataires qui prévalent toujours en Alsace-Moselle. Donc, en disant, voilà, il faut... alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est un modèle qu'il faudrait peut-être chercher à étendre. Monsieur de Marquet, il y a quelques semaines, je crois que c'était un grand hebdomadaire, je crois que c'était l'Express qui titrait sur « Les parents d'élèves abusent ». Je ne sais pas si vous avez lu ce dossier. Est-ce que vous avez l'impression que dans l'enseignement libre aussi, ils abusent? Alors, j'ai parcouru ce dossier. Oui. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Bon, est-ce que les parents d'élèves abusent? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils abusent. Parce que là, on était plutôt sous l'angle, ils doivent prendre toute leur place, y compris s'ils abusent. Alors, moi, je dirais qu'ils doivent prendre leur place dans la communauté éducative et leur juste place. D'accord? Donc, leur juste place, c'est-à-dire qu'une place où, en effet, on est dans un dialogue libre et constructif avec l'institution, bien évidemment, mais on n'est pas forcément dans de la revendication à tout craint. L'objectif, c'est d'être le plus constructif possible pour pouvoir ensemble faire grandir tous les jeunes, nous parents, et puis également les établissements. Alors bien évidemment, vous connaissez la nature humaine. La nature humaine fait parfois, de temps en temps,
certaines personnes peuvent avoir des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on peut attendre. Puis quand ils abusent, peut-être que c'est parce qu'ils s'intéressent. Et c'est précisément ce qu'on attend un petit peu d'eux, ou peut-être un peu plus d'eux dans certains cas. Monsieur Moissin, les parents d'élèves, ils sont comment? Ils sont parfaits, les parents d'élèves. Sérieusement. En tant que président du SINADEC, j'ai la chance de pouvoir me promener, entre guillemets, de faire le tour du territoire et discuter avec l'ensemble des chefs d'établissement. Ce que je constate, c'est que s'il y a quelques années, les relations pouvaient être tendues, donc là je regarde le député, avec les inspecteurs de l'éducation nationale, nous avions régulièrement des remontrances. C'est quelque chose qui est terminé. On s'aperçoit que nous travaillons main dans la main, chacun avait ses spécificités, chacun avait son projet. Donc c'est quelque chose, enfin à nos yeux, c'est quelque chose de très très positif. C'est pour ça, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la flamme qui risquerait de se réveiller, je n'en suis pas certain, même si on ne peut pas prédire l'avenir. Donc un vrai travail est effectué. On constate également que l'ensemble des établissements souhaitent travailler avec les communes, avec leurs collègues de l'enseignement public et avec les maires des communes. Et c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus. Monsieur le député, ce sera ma dernière question. L'intercommunalité, ça pose un problème ou au contraire, ça peut faciliter certaines choses dans les relations entre les responsables de l'enseignement catholique, l'enseignement tout court d'ailleurs, et les autorités, le pouvoir communal en l'occurrence, puisque c'en est un. Les intercommunalités peuvent, dans certains cas, apporter de nouvelles solutions. Donc, du coup, d'étendre aussi la discussion, l'amener effectivement à un niveau intercommunal. Mais là aussi, il faut savoir gérer ça territoire par territoire, parce que vous apercevez aussi qu'il y a parfois aussi des histoires communales et que du coup, l'intercommunalité peut, à certains endroits, aussi constituer du coup un frein. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, ça reste contrasté. Mais à certains endroits, on voit lorsque la compétence, notamment périscolaire, est exercée par l'intercommunalité, ça peut être l'occasion de redévelopper un nouveau projet qui peut contribuer du coup à l'attractivité notamment de territoires ruraux, parce qu'on voit bien que, par exemple, sur les territoires ruraux, aujourd'hui, les attentes des parents sont de plus en plus proches du milieu urbain. D'ailleurs, c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'avec notamment des concitoyens qui sont rurbains, ils habitent en ruralité pour avoir une qualité de vie liée à la ruralité, mais tout en étant en ruralité, ils souhaitent avoir des niveaux de services publics équivalents à ce qu'ils peuvent trouver dans le secteur public, quoi. Quand on regarde les courbes démographiques ou les prévisions en la matière, si tant est qu'on puisse véritablement les suivre ou les considérer comme sûres, qu'est-ce qu'elles nous indiquent comme voie à suivre s'agissant de l'enseignement et de la répartition des établissements sur un territoire comme le territoire de notre pays? Je pense que là, il faut vraiment s'assurer que le maillage territorial reste important. Alors, c'est une question pas simple pour l'enseignement privé en général et catholique en particulier, parce qu'il y a aussi des contraintes évidemment de nature financière. Mais lorsque, par exemple, on est amené, pour des raisons démographiques, à un moment donné, à fermer un établissement, en fait, ça pose tout de même la question, si vous avez un établissement de 150 élèves, où vont aller ces élèves par la suite? Donc il y a aussi ces questions-là, elles se posent pour le privé et pour le public, mais je pense qu'elles ont une certaine acuité dans la mesure où il faut quand même s'assurer d'une certaine proximité du service public et le privé sous contrat, c'est aussi un service public éducatif. Merci messieurs pour cette table ronde et la richesse de ces propos et de ces échanges. Je vous retrouve demain matin à ce micro. Nous aurons d'autres personnalités à vous présenter, à vous faire entendre. Et je pense que la journée sera aussi riche que celle d'aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie tous de votre attention. Et à demain, passez une très bonne soirée. Au revoir. Merci.